La parole est à Monsieur Francisque Pérus, rapporteur de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, votre projet de loi, Monsieur le Ministre, nous donne aujourd'hui l'occasion d'aborder un sujet rarement débattu du haut de cette tribune et qui tient pourtant une place essentielle dans la vie quotidienne de nos concitoyens, puisqu'il s'agit de la langue française. Avant d'analyser le contenu des articles traitant des points spécifiques de la loi, permettez-moi à mon tour, comme vous l'avez fait, Monsieur le Ministre, d'élargir le débat en un plaidoyer pour la défense et la promotion de notre langue. La langue française est en effet un véritable patrimoine qui appartient à tous, le seul sans doute que chacun peut posséder tout entier, alors même qu'il est partagé par tous les citoyens. Elle peut être considérée sous deux aspects. D'abord, comme instrument de communication. La langue a un but utilitaire, étant un lien indispensable entre les hommes dans la vie en société, et elle doit être défendue à ce titre, pour que cette communication soit la meilleure possible. Et c'est l'objet, en fait, du projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui. Mais en dehors de cette fonction d'instrument de communication, d'outil, j'allais dire, la langue est aussi l'expression vivante de l'esprit, de l'âme d'un peuple. Elle est en elle-même un élément important de notre culture, riche de tout un passé, d'histoire, de traditions transmises de siècle en siècle à travers les générations, qui l'ont enrichie l'une après l'autre de leurs empreintes, qui ont assuré sa pérennité à travers les siècles, depuis François Ier et l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. C'est ce que voulait d'ailleurs signifier l'académicien Jean Dutour dans son discours de réception à l'Académie française, quand il évoquait, disait-il, ce qui est le plus profondément nous-mêmes, à savoir notre langage. Cet aspect, qui n'a pas de place dans le projet de loi parce que ce n'était pas l'objectif précis de ce projet, ne peut pas cependant être passé sous silence dans ce débat, car pour le fond, il est essentiel, je dirais même prioritaire. Aujourd'hui, en cette fin de XXe siècle, on ne peut que déplorer l'état d'abandon dans lequel stagne notre langue, et je voudrais m'adresser à travers vous, Monsieur le ministre de la Culture, à vos collègues qui ne sont pas sur ces bancs aujourd'hui, c'est un peu dommage, à vos collègues ministres de l'Éducation nationale, ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ministres de la Communication, qui sont tous autant concernés par ce sujet et qui auraient pu être associés à cette initiative afin d'introduire un vrai débat de fond sur la place, les moyens de promotion de la langue française, et pas seulement de préciser des mesures utiles sans doute, mais techniques et matérielles destinées à assurer une meilleure information des citoyens. Quelle place, en effet, tient aujourd'hui l'enseignement de la langue française dans notre système éducatif, depuis l'école primaire jusqu'à l'université? Cet enseignement devrait être à la place de choix, c'est-à-dire la première. Sans même parler du pourcentage important des jeunes élèves qui abordent le cycle de l'enseignement secondaire sans même avoir la maîtrise de la lecture. Non seulement ils ne savent pas l'écrire, mais ils ne savent même pas la lire. Ils ne savent même pas lire leur langue. Mais nous pouvons constater également le niveau souvent très moyen de connaissance de la langue, même parmi nos élites, le nombre d'incorrections qui émaillent les textes, dans le vocabulaire, dans la syntaxe et surtout l'orthographe. Alors parlons-en de l'orthographe. On assiste à une véritable démission, je dirais qu'elle est presque volontaire, devant les règles les plus élémentaires de l'expression écrite ou orale. Professeur de français pendant 36 ans, des élèves qui passaient le baccalauréat, j'ai presque honte aujourd'hui d'évoquer ces souvenirs
où la note était 0 pour un élève qui dépassait 5 fautes d'orthographe de grande copie du baccalauréat. Aujourd'hui, mais c'est ridicule, les 5 fautes, on les a dans une seule page, pour ne pas dire une demi-page. J'en suis fier de l'avoir fait. J'en suis fier de l'avoir fait en son temps, mais aujourd'hui, ça n'aurait plus de sens. On ne pourrait plus même corriger une copie. Je sais bien qu'il y a encore quelques spécialistes de l'orthographe, ceux qui étaient sur ces bancs il y a quelques semaines pour la dictée de Bernard Pivot, mais ils sont si peu nombreux, c'est un pourcentage évidemment très faible de notre population. Peut-être faut-il accuser d'ailleurs la place prioritaire que tient aujourd'hui le monde audiovisuel, l'emploi du téléphone par exemple, qui conduisent à privilégier la langue parlée au détriment de la langue écrite. Certains n'ont-ils pas même envisagé d'aller jusqu'à prôner une orthographe phonétique? Ce serait tellement plus simple. Une orthographe phonétique, il n'y aurait plus de règles, mais alors ce serait la négation de la langue, complètement, la négation systématique de tout fondement de la langue. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur un sujet qui me passionne, mais tout de même, je voudrais profiter de cette occasion pour tirer la sonnette d'alarme. Avant de prendre des mesures pour défendre l'usage du français contre l'emprise croissante des langues vivantes étrangères, commençons par défendre notre langue pour elle-même. Commençons par la protéger, la cultiver, la respecter, enseigner ses règles pour les faire mieux connaître et lui apporter tous les soins qu'exige une parfaite correction. N'oublions pas que la langue française est aussi l'image donnée de la France dans près de 50 pays de la francophonie à travers le monde. À ce titre seul, nous n'avons pas le droit de la négliger. C'est notre devoir de la valoriser, de lui conserver ce prestige qu'elle a acquis depuis des siècles sous les cieux les plus divers, parmi ces populations d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, comme un témoignage vivant de la richesse spirituelle et culturelle de notre pays. Je voudrais évoquer une réunion à laquelle j'ai assisté il y a à peu près 2 semaines, ici, dans cette enceinte, au Petit Hôtel, avec des représentants qui venaient du Burkina Faso. J'avais la faiblesse de croire, avant, j'ai posé la question pour dire ils sont francophones, ce sont des gens qui sont francophones. Eh bien, j'ai été stupéfait de voir la qualité du français de ces gens-là. Mais ils parlaient mieux le français, ils parlaient un français beaucoup plus chantier que nous, et pour eux, c'était une gloire de parler français. Ils en étaient fiers. Ils en étaient fiers alors que nous nous en moquons de notre langue. Eh bien, allons voir un peu, allons prendre des leçons au Burkina Faso, et nous verrons ce que c'est là-bas que la langue française. Et c'est pourquoi, sur ce point précis, je voudrais qu'un double souci soit pris en compte pour assurer la promotion de la langue dans ces pays francophones. D'un côté, il faudrait intensifier les efforts pour l'accueil des étudiants étrangers dans nos universités et nos grandes écoles, et d'un autre côté, améliorer les conditions de fonctionnement, par exemple, je cite les alliances françaises parce que j'en ai connu, ou les organismes qui concourent à développer l'enseignement de la langue française en pays étrangers. Même si, il est vrai, cette mission ne dépend pas directement de votre ministère, Monsieur le ministre. J'ai encore le souvenir d'avoir visité une alliance française à Mexico, une des plus grandes que nous ayons dans les pays étrangers. D'autres, sans doute, la connaissent. Je vois que certains de mes collègues hochent la tête, la connaissent. Eh bien, j'étais un peu scandalisé quand on m'a montré avec quel livre on apprenait le français à ces gens-là. Des vieux bouquins qui avaient 50 ans, qui n'étaient plus du tout à jour, des vieilles grammaires françaises qui perdaient toutes leurs pages. Et ils travaillaient avec ça. Pourquoi? Mais parce que la France ne leur envoyait pas autre chose. On m'a dit, c'est le transport qui est trop cher parce que c'est lourd. Voilà, ce sont des matériaux lourds et ça coûte cher d'être transporté par avion. Eh bien, j'étais un peu scandalisé, j'avais un peu honte. Là-bas, j'avais un peu honte pour la France quand j'ai vu avec quels livres travaillaient les étudiants de ces pays pour apprendre le français. Voilà des exemples concrets. Mais je pense qu'il y a encore à faire beaucoup. Ce n'est peut-être pas le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui, mais ce n'est pas tout à fait hors sujet quand on parle de la promotion de la langue française. Les considérations précédentes ne signifient nullement que la langue doit être considérée comme un monument historique, figé dans un état immuable, tel une cathédrale gothique dont on respecte fidèlement l'état originel dans les moindres détails de son architecture.
La langue évolue comme tout ce qui vit. Le vocabulaire, comme la syntaxe, vieillit, se renouvelle, s'enrichit au fil des ans, sans renoncer tout à fait à ses racines profondes, qui ont été à l'origine de son essence même, émanation du grec ancien et du latin, à travers la langue romane, avec des apports d'origine multiples, germaniques, celtiques, de l'italien, de l'espagnol, de l'arabe, etc., fondus dans un même creuset en fonction des mélanges et des flux de population. Dans les temps modernes, la langue subit surtout l'emprise des langues anglo-saxonnes et son vocabulaire s'enrichit sans cesse de vocables d'importation, ce qu'on appelle les néologismes, transposés tels quels ou à peine francisés avec leur orthographe et le plus souvent leur prononciation. Cette vogue actuelle du néologisme, par exemple le franglais, n'a pas de justification lorsqu'existent des mots français de même signification. Pourquoi listing plutôt que liste? Pourquoi meeting pour réunion? Dispatcher pour répartir? Et on pourrait en citer des dizaines et des centaines de mots de ce genre. Pour un certain nombre, d'ailleurs, de nos concitoyens, c'est faire preuve de distinction que de pouvoir émailler son vocabulaire de ces mots étrangers dont ils ne comprennent pas forcément tout à fait la signification exacte. J'appelle cela du libertinage verbal. Et je pense que ce libertinage verbal mérite d'être contenu, mais tout en gardant raison. Il n'est pas question d'interdire l'emploi de mots tout à fait incorporés dans notre langage quotidien, et l'on pourra continuer à aller acheter son beefsteak, à applaudir les buts marqués par penalty, à manger un sandwich, voyez, et à voyager dans un wagon pendant le week-end. Donc il y a des mots qu'il n'est pas question de supprimer de la langue. Alors certains, voulant ridiculiser ce texte, disent « Comment vais-je dire à la place de sandwich ?» J'aurais dit « Vous continuerez à dire sandwich ». Nous remarquerons que l'extension des échanges commerciaux à travers les pays du monde, dans tous les continents, a eu pour conséquence de faire introduire, en même temps que le produit importé, la langue d'origine de sa fabrication. Mais ce sont surtout le progrès scientifique et l'internationalisation de la recherche qui ont été à l'origine de cette interpénétration des langues, et la nationalité des savants a conduit tout naturellement à l'utilisation de leur langue d'origine, d'où l'importance croissante de la langue anglaise, qui a bien vite pris le pas sur le français, reconnu autrefois comme la langue officielle de référence, à tel point qu'aujourd'hui, chacun le sait, les chercheurs français qui souhaitent étendre la notoriété de leurs écrits sont invités à les rédiger en anglais, pour ne pas dire obligés de les rédiger en anglais. Je ne citerai qu'un exemple, ils sont nombreux. Je voudrais citer l'exemple du colloque moléculaire organisé en avril 1993 à l'UNESCO avec la participation du ministère français de la Recherche. Eh bien, les personnalités et chercheurs français qui souhaitaient s'exprimer ont été contraints de le faire en anglais. La traduction simultanée n'avait pas été prévue par les organisateurs, alors même que le français est une des langues de travail de l'ONU et des organisations qui en dépendent. Mais cet exemple est un parmi tant d'autres. Ces points sont précisément ceux qui apportent une justification au projet de loi dont nous discutons aujourd'hui. Et si certains ont dit, ou diront, qu'il est inutile et inefficace, je pense pour ma part qu'il est tout à fait nécessaire, par la loi à défaut d'un autre moyen, de fixer des limites, de mettre un terme aux abus, d'apporter des garanties, aussi bien en faveur des usagers, des salariés, des consommateurs, que des savants à la pointe de la recherche. Et, dussé-je encourir le reproche de pédantisme, je voudrais faire encore un petit rappel historique dans la littérature. Une époque qui n'est pas sans analogie avec la nôtre. Les humanistes du XVIe siècle ont joué un grand rôle dans l'évolution de notre langue naissante. Et le poète du Bellay, dans la défense et illustration de la langue française, vous voyez déjà à l'époque, défense et illustration de la langue française, c'était en 1549, proposait de défendre la langue française contre le latin. À l'époque, c'était le latin. Le latin avait encore la préférence des philosophes, des savants, des historiens. Et pour cela, il avait proposé de l'illustrer. L'illustrer, c'est-à-dire l'enrichir, en fabriquant
malheur à l'appel, j'allais dire, excusez-moi le mot, les mots nouveaux, soit transposés directement du latin, ce qu'on appelait à l'époque les doublets, des mots empruntés aux langues étrangères, dont beaucoup d'ailleurs sont encore utilisés aujourd'hui dans notre langue courante. Eh bien, il est certainement allé trop loin dans ce désir de renouveau. Il a créé la plus grande confusion dans la langue, au point qu'il fallut un jour mettre de l'ordre. C'est ce que proposa Malherbe au siècle suivant. « Enfin, Malherbe vint !» s'écria Boileau, écrivit Boileau au siècle suivant, en lui rendant hommage. Je ne sais pas, Monsieur le ministre, avec votre permission, si on pourra dire un jour, peut-être aussi, « Enfin tout bon survint, qui voulut hardiment aux abus mettre un frein. » Malheureusement, je n'ai pas la notoriété de Boileau pour assurer que cette citation passera à la postérité, Monsieur le ministre. C'est une différence. Elle passera au moins au journal officiel, mon cher collègue. Par contre, il y a une autre différence avec Boileau, c'est que du temps de Boileau, Monsieur le ministre, on n'avait pas besoin de la loi. L'autorité morale d'un art poétique ou des épîtres suffisait. On n'avait pas de loi, on n'avait même pas de sanctions, mais les sanctions, elles étaient littéraires. Car ceux qui ne respectaient pas les règles, eh bien, ils ne passaient pas à la postérité. Voilà. Et voilà, c'était le bon temps, n'est-ce pas? Alors, à ceux qui contestent aujourd'hui l'utilité de faire voter un texte législatif, rappellerai-je que le Parlement a déjà eu dans le passé plusieurs occasions d'adopter des lois visant à renforcer l'usage de la langue française. Je rappellerai d'abord la loi de décembre 1975, qui constitue le dispositif central de cette législation. Son adoption, alors à l'unanimité, avait représenté un progrès indéniable. Et certaines dispositions discutées aujourd'hui se contentent d'actualiser celle de la loi de 1975, qu'on a appelée la loi Bas-Lauriol, du nom de leur promoteur, car c'était une loi d'origine parlementaire. Les dispositions essentielles étaient celles que nous retrouvons dans le fond du projet de loi d'aujourd'hui. Elle imposait l'utilisation du français dans les marques de fabrique, de commerce, de services, dénomination sociale des sociétés et associations, rendait obligatoire l'utilisation du français pour la désignation, l'offre, la présentation, la publicité écrite ou parlée, le mode d'emploi ou d'utilisation. Bref, je ne voudrais pas vous relire tout cela puisque nous le retrouvons dans le texte d'aujourd'hui. Elle exigeait aussi la rédaction en français du contrat de travail, de façon à protéger le salarié et notamment l'étranger. Et les infractions étaient déjà à l'époque reconnues, constatées, poursuivies, comme les infractions normales, les infractions à la loi du 1er août 1905. Donc, la loi de 1975 avait donc déjà pour objectif de protéger l'usager et le consommateur contre une mauvaise compréhension qui résulterait de l'emploi soit de textes exclusivement rédigés en langue étrangère, soit de textes français comportant des termes et expressions étrangères, afin qu'ils puissent acheter et utiliser un produit ou bénéficier d'un service en ayant une parfaite connaissance de leur nature, leur utilisation et les conditions de garantie. Je vous dirais que depuis 1975, il y a eu encore beaucoup d'autres textes qui ont apporté une finition, si vous voulez, à ces règles d'utilisation du français. Je citerai la loi du 21 juillet 1983, la loi du 17 janvier 1989 sur la communication audiovisuelle, qui confiait au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de veiller à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture française. Il y en a eu le 15 juillet 1992, elle est beaucoup plus récente. Et d'autre part, un autre point avait déjà été prévu, c'est l'enrichissement de la langue française, organisé par le décret du 16 mars 1986, qui a institué des commissions de terminologie chargées de créer les néologismes français nécessaires à l'activité contemporaine des différents secteurs d'activité. Donc cette législation existait déjà. Ne reprochons pas aujourd'hui de dire qu'on crée quelque chose de nouveau, inutile. Cela existait. Peut-être pourrait-on dire effectivement, eh bien cela existait, cela n'a pas été appliqué, est-ce qu'il est utile d'en refaire une nouvelle? C'est peut-être la question qu'on se pose, en se disant, si les lois précédentes ont été sans effet, à quoi sert-il d'en faire une de plus? Eh bien là, je pense que l'avenir nous dira si les nouvelles dispositions de la loi de 1994 auront plus d'effet. Avant de terminer,
Je voudrais encore, en quelques mots, évoquer 2 points qui ont été soulevés par des contradicteurs. Le premier, c'est de dire que la défense de la langue française n'est pas un objectif qui va en contradiction avec la politique de construction européenne. Je dirais presque au contraire. La nécessité de rapprochement entre les États n'inclut pas que tous parlent une langue unique qui serait faite d'un mélange d'emprunts aux uns et aux autres, ce qui serait absurde. Par contre, elle doit pousser à étendre le plurilinguisme, de sorte que, dès l'école, la pratique des langues vivantes soit développée comme un élément de base de la culture pour les nouvelles générations. Le deuxième point, qui a été beaucoup évoqué, qui sera évoqué dans la suite des articles, la défense de la langue française n'est pas non plus en contradiction avec le respect et la pratique des langues régionales, qui elles aussi contribuent à enrichir notre patrimoine culturel dont elles font partie. Un Breton, un Alsacien, un Provençal, un Basque doit pouvoir protéger et transmettre la langue de son pays, élément de son histoire et de sa civilisation, surtout lorsqu'il s'agit d'une langue écrite qui se manifeste par des textes et parfois est à l'origine d'œuvres littéraires. Alors, ceci étant dit, la loi se résume en quelques têtes de chapitre sur lesquelles je ne reviendrai pas en détail puisque nous allons les étudier avec les amendements. On étudiera d'abord le français comme langue des lieux publics, le français comme langue du commerce et de la consommation, le français comme langue du milieu de travail, le français comme langue de l'enseignement, le français comme langue des colloques, et enfin le français comme langue de la publicité et de la communication audiovisuelle. Tous ces chapitres seront donc l'occasion d'articles que nous verrons en détail et qui nous donneront l'occasion de proposer quelques amendements. Eh bien, au cours de la discussion du texte devant la Commission, dans la rédaction votée par le Sénat, un certain nombre d'amendements ont été présentés et adoptés qui ne modifient pas sensiblement le fond du projet et que nous reverrons séparément dans la discussion des articles. Je conclurai donc en précisant que la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales a adopté le texte ainsi amendé. J'ajouterai, enfin, en mon nom personnel, que les observations faites par de nombreux commissaires laissent espérer que d'autres mesures seront prises, pas nécessairement par voie législative, pour assurer une meilleure politique linguistique et une véritable promotion de la langue française. Je suis heureux, Monsieur le ministre, que vous ayez déjà répondu d'avance, puisque votre conclusion, dans votre intervention, justement, visait l'institution de ce grand débat qui permettrait d'aller plus au fond des choses. Je m'en réjouis, c'était le vœu que je formulais en terminant. Promotion de la langue française, d'une part, en lui garantissant, dès l'école, un enseignement mieux adapté et une connaissance plus approfondie auprès de nos concitoyens. D'autre part, en lui redonnant un rayonnement à travers le monde qui aille de pair avec la place qu'entend jouer notre pays dans le concert des nations. Une France forte ne devrait pas avoir besoin de défendre et d'imposer l'usage de sa langue. Cette promotion devrait aller de soi. Conserver son esprit à la langue française, tout en lui assurant un enrichissement permanent mais raisonné, non exclusif des cultures régionales, tel devrait être le projet de toute promotion du français. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.